Bonjour à toutes et à tous. Je sais plus comment on doit le prononcer en un cursif, je sais pas quoi. À tous. Bon. Euh, Bienvenue à Clermont-Ferrand pour ceux qui viennent de loin. Et merci d'avoir fait le chemin. Merci aux Clermontois et aux Auvergnats de répondre présent. On se retrouve pour ces journées de printanière de l'espace régional. Pour ceux qui connaissent pas très bien l'espace régional éthique, c'est une structure qui est créée par un décret et qui essaye de faire vivre la réflexion éthique au sein de la région. Autrefois, c'était la région Auvergne. Et on bénéficie des magnifiques locaux de la région Auvergne quand elle était autonome. Euh, et depuis le regroupement des régions, l'espace régional est devenu Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a la chance de travailler avec nos amis stéphanois, lyonnais et grenoblois au sein d'une grande région. Et on organise donc chaque année, depuis 7 ans maintenant, des manifestations d'une journée au printemps qui s'appelle les printanières, c'est pas très original, et une journée en automne qui s'appelle les automnales. Et puis ces manifestations tournent sur les 4 villes de la région. Et cette année, donc, c'est à Clermont-Ferrand. Le choix du thème de cette journée nous paraissait particulièrement éthique. Parce qu'on parle souvent de la fin de vie, il y a des problématiques éthiques autour de la fin de vie, mais souvent quand on évoque la fin de vie, on évoque les directives anticipées de façon très rapide, comme étant souvent portées comme une nécessité. Alors que c'est pas si évident que ça, d'abord de les écrire, de les recevoir, de les lire, de les comprendre, et puis c'est une véritable réflexion éthique qui convoque l'autonomie des personnes. Est-ce que on respecte l'autonomie d'une personne qui a écrit des directives plusieurs années auparavant, alors qu'elle était dans un autre état d'esprit? Est-ce que c'est être bienveillante ou risquer d'être maltraitant vis-à-vis d'elle que d'appliquer ou ne pas appliquer son souhait écrit plusieurs années auparavant dans d'autres circonstances? Et donc, finalement, ça mérite, je pense, d'y passer un temps plus long que simplement dire il faut les écrire. Il faut les écrire, vous savez, comme disait le général de Gaulle, on peut se secouer sur son siège et dire directive anticipée, directive anticipée, directive anticipée. Mais au final, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, je passe la parole à François Chapuis, qui est le directeur de l'espace régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour dire 2 mots. Et puis on attaquera tout de suite par l'essentiel, j'allais dire, peut-être l'essentiel de l'essentiel, la philosophie. Peut-on écrire des souhaits pour notre avenir? Peut-on envisager notre avenir? Ça, c'est pas si simple. Merci beaucoup Jean-Étienne pour cet accueil d'abord. Bienvenue mesdames, messieurs. Le travail que nous essayons de mener ensemble depuis une quinzaine d'années maintenant, plus proche depuis quelques années avec Jean-Étienne au niveau de notre région, et je salue notre collègue Pascal de Saint-Étienne et nos collègues grenoblois qui n'ont pas pu tous venir. L'intérêt de travailler ensemble, c'est que ces questions sont difficiles. Le sujet de la fin de vie s'impose presque à nous, tout simplement parce que, vous le savez, c'est le deuxième grand chantier présidentiel sociétal. Le premier fut sur le début de vie, sur le premier quinquennat. Il est annoncé le deuxième grand chantier sur la fin de vie pour le deuxième quinquennat. On ne sait pas ce qui sortira. On a un certain nombre de réflexions en cours. Le Comité consultatif national d'éthique s'est lui-même penché sur cette question. Il s'est positionné, son avis est disponible en ligne. N'hésitez pas à le consulter, il y a beaucoup à lire, à apprendre et surtout tous les attendus. Et je salue d'ailleurs notre collègue Claude Delpech. Où est-il, Claude? Il est là, juste devant moi.
qui jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a quelques mois, était encore membre du Comité consultatif national d'éthique. Il a fait 2 mandats. Il était le seul membre de notre région. Vous savez que on ne va pas dire que c'est un comité très parisien, c'est pas le cas, mais il n'est pas très provincial. Et en tout cas, Claude était notre représentant. On le remercie. Et il a notamment travaillé sur ces questions. Donc, c'est vous dire la chance que nous avons de l'avoir parmi nous. Je reprends une question qui a souvent été posée, c'est finalement pourquoi avons-nous besoin de réfléchir à ces questions ensemble ? Et je crois que les frères Goncourt nous ont apporté une partie de la réponse. Vous savez qu'entre le monde anglo-saxon et le monde latin, la vision du monde, alors que nous partageons à peu près la même terre, est assez différente. Ils ont par exemple des éthiciens que nous n'avons pas. Jean-Étienne et moi-même ne nous considérons pas comme des éthiciens. Nous sommes au service de la réflexion collective. Eh bien, ça va un peu plus loin. Les frères Goncourt disaient « Méfions-nous des Anglais ». L'anglais, filou comme peuple, est honnête comme individu. Il est le contraire du français, honnête comme peuple et filou comme individu. Eh bien, comme nous sommes dans une réflexion collective, nous sommes donc dans une réflexion honnête. Je voulais donc dire par là que nous avons une pureté des intentions, nous partageons des éléments assez complexes à travailler ensemble et c'est l'intérêt d'avoir à la fois la capacité de poser la question d'ordre philosophique, d'avoir des pauses pour échanger entre nous, de débattre et d'avoir la capacité d'avoir des tables rondes. Donc cette journée est merveilleuse, le cadre est merveilleux, nous sommes au printemps. Quelques mots sur le prochain grand événement, ce sera à l'automne, donc on a 6 mois pour se préparer. Notre fil conducteur de l'année, c'est éthique et management. Éthique et management de la différence au mois de septembre, dans le cadre de la conférence inaugurale du diplôme, auquel j'invite ceux qui ont le désir de se former de venir s'inscrire. C'est pris en charge par nos institutions. L'éthique et management de la différence, c'est partir du constat que nous sommes dans des institutions complexes, de santé en particulier. Nous ne travaillons que l'éthique en santé et en région, pour ce qui nous concerne. Nous sommes dans des institutions où les plus jeunes de nos collaborateurs ont 20 à 22 ans, les plus âgés 70 à 72. C'est-à-dire qu'il y a une plage de 50 ans où on sait très bien que les systèmes de valeurs ne sont pas les mêmes et pour lesquels il est important de regarder dans quelles conditions on peut, de la meilleure façon, répondre aux attentes du patient et de la société au sens large. Et puis nous travaillerons au mois de novembre éthique et management de la pénurie. Nous sommes dans un contexte où la population vieillit, la demande augmente et malgré tout, les moyens ne sont pas plus importants, peut-être un tout petit peu moins. On en tirera le constat. Et dans ce contexte-là, comment pouvons-nous adapter nos méthodes de travail, mais préalablement nos réflexions, pour faire un peu mieux demain que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc bienvenue pour partager les uns et les autres, pas seulement de façon passive. Nous sommes dans une assemblée, c'est ce qu'on appelle un modèle antipédagogique. Vous voyez, il y a une estrade avec un sachant, et puis il y a un amphithéâtre, une sachante, un amphithéâtre qui est dans un mode plutôt passif-réceptif. Donc c'est pas facile d'échanger. Je vous demande de faire cet effort, de surmonter cet obstacle urbanistique pour trouver les moyens d'échanger. Vous avez des micros individuels, donc tout le monde peut être entendu. N'hésitez pas à poser les questions, à apporter vos commentaires. Et je cède la parole à Jean-Étienne, le grand organisateur de cette journée, afin qu'il puisse accueillir et présenter Élodie. Merci beaucoup François. On fera tous les remerciements à la fin de la journée. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à cette journée, mais je vous dirai si c'est un succès seulement ce soir. Donc pour commencer le vif du sujet, on a demandé à Élodie Camier-Lemoine, qui est notre philosophe attitré de l'espace régional, attaché à l'espace régional, de réfléchir à la question peut-on envisager notre futur, notre propre futur, vaste sujet. Élodie, merci beaucoup. Ouais. En principe, il marche.
Juste une petite information technique. Donc, vous avez compris que cette journée va être enregistrée, les interventions vont être enregistrées. Comme vous l'a dit, professeur Chapuis, vous avez la possibilité, bien sûr, d'intervenir à la fin de chaque intervention pour échanger, pour poser des questions, pour réagir. Si jamais vous souhaitez que vous ne souhaitez pas que votre intervention soit enregistrée, à ce moment-là, il faudra nous le signaler. Parce que sinon, par défaut, on enregistrera tout pour diffuser ça sur notre site internet. Merci. Merci. J'essayais. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Et puis, je m'en vais pour débuter cette belle journée donc, sur le thème des directives anticipées. Je ne sais pas si mon support va être diffusé d'ici une seconde, c'est parfait. Donc, eh bien, je débute cette journée des printanières avec une question que vous a rappelée Jean-Étienne. Peut-on envisager notre propre futur? Donc, c'est une question assez large. Alors, bien évidemment que je vais m'atteler à rattacher à ce thème des directives anticipées. Mais je trouve que c'était une belle occasion, ce titre et cette question, pour réfléchir à différentes thématiques que je vais un petit peu vous présenter, et notamment autour d'une philosophie du temps. Puisque on parle de futur dans cette question, ça va être l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de ce que la philosophie dit de ce rapport au temps. Et il me semble que ça peut être intéressant de questionner cela quand on parle d'un outil qui est celui des directives anticipées. Et vous allez voir que ça va impliquer le questionnement d'autres choses. Alors je débute et disons la première remarque que je souhaitais faire avec vous, c'est plutôt partir d'un contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui a été rappelé aujourd'hui. Les directives anticipées, et ce sera quelque chose qui vous sera présenté dans la matinée ou dans l'après-midi, je ne sais plus, c'est déjà une question pour le droit, puisque c'est un outil juridique. Et si c'est une question pour le droit, c'est aussi une question que l'on se pose aujourd'hui pour essayer de comprendre cet outil-là, pour essayer de voir comment il est utilisé ou pas. Mais c'est aussi une question pour demain, précisément car nous sommes quand même dans un contexte juridique qui est questionné par rapport à la fin de vie. Et donc, le sujet tel qu'on l'aborde aujourd'hui, peut-être qu'on le réabordera d'une façon différente d'ici quelques temps. Donc, il faut garder ça en tête en termes de réflexion éthique. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais acquis, ni même pour le contexte juridique. C'est aussi une question de société, puisque cette interrogation et ce questionnement des directives anticipées eh bien, nous place une fois encore dans ce débat autour de la fin de vie. D'accord ? Même si d'une façon générale, on pourrait avoir une réflexion bien plus globale que la seule fin de vie, je pense, on est quand même rattaché à ce sujet, cet outil étant développé dans la loi sur le sujet également. Il y a d'autres éléments de contexte à prendre en compte, notamment celui qui tend à essayer de valoriser et défendre nos droits individuels. Puisqu'en matière de directives anticipées, ce sujet se pose aussi en matière de quels sont mes droits, quelle est ma volonté et comment on peut l'entendre et la défendre à un moment donné où moi-même je ne le peux plus. Donc on est quand même dans un contexte qui a ce souci de l'individu et pour l'individu. Et même plus encore, ce souci pour l'individu vulnérable. Car finalement, cet outil est vraiment destiné à pouvoir porter une voix qui ne peut plus dire grand-chose pour elle-même. D'accord ? Donc il y a aussi cet enjeu de la vulnérabilité dans l'intérêt pour les directives anticipées. Et donc c'est une question philosophique et je vais en venir à la trame que je voulais vous présenter ce matin, qu'on pourra et qui va être discutée tout au long de la journée, puisque quand on se penche un petit peu sur le sujet, on voit que ça peut faire intervenir le questionnement de différentes notions. Et la première que j'aimerais questionner avec vous juste après, c'est la question du temps et de la temporalité. Et vous voyez d'emblée, je fais une distinction entre ces deux termes que je vous proposerai d'expliquer après. Mais le fait est que les directives anticipées étant quelque chose que l'on exprime dans un temps donné pour un autre temps, eh bien peut-être que c'est l'occasion de se questionner sur notre rapport au temps qui passe et comment notre volonté peut-elle se maintenir ou pas dans ce temps qui passe et qui amène avec lui des changements. Et parmi les changements, certains viennent affecter la question de l'identité. C'est une deuxième notion que j'aimerais questionner avec vous et je vous expliquerai après pourquoi. Précisément parce que dans cette question de d'écrire pour soi-même ce que l'on voudrait dans le futur, il y a bien la question du soi-même. Et comment rendre cohérent ce que l'on dit à un moment donné pour un soi qui sera questionné plus tard dans le temps. Donc forcément, la question de l'identité est abordée.
Mais je l'aborderai un peu moins aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude plutôt de parler de ce sujet, mais d'autres en parleront bien mieux, la question de la finitude. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme-là. C'est un terme qu'on utilise plutôt en philosophie pour parler de la mort. Et finalement, la question de la directive anticipée, c'est aussi une façon d'aborder ce rapport à notre mort prochaine et cette nécessité peut-être d'y penser à un moment donné. Alors, je poursuis un petit peu sur le contexte pour vous dire que ce questionnement, peut-on envisager notre propre futur, c'est un questionnement probablement à différents niveaux. Le premier niveau que j'ai identifié un peu et qui me semblait intéressant à partager, déjà d'un point de vue général, d'un point de vue qui nous rassemble toutes et tous, est-ce qu'il est possible d'envisager notre propre futur compte tenu du contexte dans lequel on vit et dans lequel plusieurs domaines évoluent? Et là, je prends l'exemple de la médecine, de la science et des techniques. On est quand même depuis la seconde partie du XXe siècle, dans une mouvance de la connaissance, dans une dynamique des savoir-faire sans précédent, sans précédente. Et donc finalement, fort de ce contexte exponentiel en termes d'innovation, est-il possible de réellement envisager ce qui sera demain en termes de possibilités et en termes même de questionnement? Ce contexte de changement, il n'est pas que propre aux sciences et techniques. Je pense qu'il faut aussi être au fait que la société évolue dans ce qu'elle demande, dans ce qu'elle refuse, et les lois s'en trouvent parfois modifiées, et la politique peut être mouvante. Et on sait, notamment en matière d'éthique, que la politique en place à un moment donné dans une société a une certaine incidence sur ce que l'on décide de faire, de voter, ou au contraire de ne pas voter et de même pas discuter. D'accord ? Et la question de l'éthique est un bon exemple. C'est pour ça que ce titre et cette question première de la journée, c'est donc aussi une question éthique. Et je vous le rappelle, si jamais vous n'aviez pas connaissance de cette formulation, mais la question qui a caractérisé les États généraux de la bioéthique il y a quelques années était: quel monde voulons-nous pour demain ? Et on pourrait la retraduire avec le terme de ce titre de ce matin: quel monde envisageons-nous pour demain ? Il y a dans ce souci éthique, ce souci dans le questionnement, dans le dialogue, dans les débats, une volonté d'anticiper un petit peu ce qui viendra, notre futur, avec un regard qui est toujours porté sur les conséquences. Sous-entendu, ce que l'on décide aujourd'hui aura des conséquences pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donc finalement, le souci éthique qui est le nôtre aujourd'hui, mais dans bien des activités, est vraiment cohérent avec cette question: pouvons-nous envisager notre futur ? En tout cas, nous essayons de le faire. Et la journée d'aujourd'hui, c'est déjà une façon de le faire. Comment les directives anticipées vont-elles encore cheminer dans leur appréhension, dans leur compréhension et dans leur pertinence ou non pertinence par rapport aux situations parfois ? Et enfin, et c'est plus peut-être cet aspect-là que j'aimerais discuter un peu plus après, c'est aussi une question individuelle. Et vous voyez que dans le titre, c'est notre propre futur. Donc c'est notre futur à nous-mêmes en tant qu'individus. Où finalement, les directives anticipées, ça va être une façon de se questionner sur comment savoir et vouloir aujourd'hui pour notre avenir. La question des directives anticipées, c'est bien cela, c'est de se positionner dans un instant qui est celui d'aujourd'hui, pour une temporalité qui sera différente. Alors la question du savoir, ça va peut-être mobiliser différentes choses. Dans le cadre d'une maladie qui peut être évolutive, quels sont les éléments qui vont nous permettre de savoir comment ça va évoluer ? Les éléments apportés de la médecine, apportés de la science, l'expérience, comment savoir ce que je ne pourrai plus demain ou ce que je pourrai encore demain. Donc il y a quand même cette nécessité-là, et souvent on parle de comment sont accompagnées les directives anticipées, c'est-à-dire comment on est conseillé sur l'évolution potentielle d'une maladie et du coup les conséquences que ça aura sur mon choix. Il y a la question du prévu et de l'imprévu. Quand on est déjà dans un processus de maladie, on est dans quelque chose que l'on va essayer d'anticiper parce qu'on peut prévoir telle ou telle direction dans l'évolution des symptômes, par exemple. Mais il y a aussi l'imprévu. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus s'exprimer sans qu'on ait pu l'anticiper. C'est la question de l'accident. Ou c'est même la question d'une maladie et qui n'aurait pas été anticipée par l'expression d'une volonté. Pour autant, il y a bien une chose qui est toujours prévue, c'est la mort.
Jankélévitch, dont je vous reparlerai un peu après, reprend beaucoup cette phrase-là dans son œuvre. Mors certa, ora incerta. La mort est certaine, mais l'heure est incertaine. Et parfois, l'incertitude de l'heure vient nous faire penser que peut-être que la mort n'est pas si certaine que cela, et j'ai pas envie d'y penser aujourd'hui, on verra bien d'une certaine manière. Donc, comment trouver l'équilibre dans ce prévu et cet imprévu, dans cette certitude et incertitude? Alors, j'en viens à la question du temps, que je vous ai annoncé vouloir un petit peu questionner. C'est déjà un sujet philosophique, vous l'aurez compris, puisque les philosophes aiment à interroger ce qu'est le temps, la nature du temps, nos expériences du temps, comment on fait pour marquer le temps, enfin bref, tout un tas de choses qui peuvent être aussi des questions qu'on se pose à nous-mêmes. Pour autant, ce qui ressort assez volontiers des philosophies autour du temps, c'est qu'on a quand même un peu de mal à définir ce qu'il est. Et par rapport à ça, j'aime bien vous partager la belle citation de saint Augustin dans les Confessions qui nous dit la chose suivante, hein. Si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est, mais à partir du moment où on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc il y a quand même un sujet qui résiste à une définition. Mais on a quand même quelques éléments qui sont très intéressants justement pour notre sujet du jour. Par exemple, le fait que beaucoup de philosophes autour du temps notent que notre rapport au temps est marqué d'une contradiction. Jankélévitch parlait notamment d'une évidence inévidente. Le temps est évident parce qu'il est toujours là, en fait. Quoi qu'on fasse, le temps est là, le temps fuse, comme diraient beaucoup de philosophes. On ne peut pas se départir du temps, il est une condition du réel. Pour autant, le temps m'échappe toujours un peu. Essayez de saisir la seconde, elle est déjà plus là. Donc il y a un petit peu cette contradiction, le temps est là, mais le temps en même temps n'est pas là. Deuxième contradiction du temps, le temps est là, donc je ne peux que l'accepter. Essayez de refuser le temps, vous le pouvez, mais quoi qu'il en soit, il sera toujours là. Et pour autant, on note pas mal de choses qui témoignent d'une volonté de lutter contre le temps qui passe, lutter contre les signes de l'âge, lutter contre la mort. La médecine s'est beaucoup caractérisée, fut un temps, dans cette volonté de lutter contre la mort. Donc ça pose un problème pour les directives anticipées, par exemple, parce que comment parler de quelque chose qui est parfois un objet de lutte? La vulnérabilité, la vieillesse et la mort. Comment, dans le réel des situations, accompagner un sujet qui, parfois, n'a pas envie d'être abordé? Et l'autre contradiction fort intéressante, c'est que si ce temps m'échappe, et Jankélévitch revient un petit peu sur ça, on a quand même la possibilité de marquer ce temps et de faire que notre temps compte, que notre inscription dans le temps compte. Et peut-être que l'écriture, ou en tout cas la réflexion sur les directives anticipées, ça pourrait être une volonté de faire en sorte que le temps compte, en tout cas que je m'inscrive dans un temps en y marquant ma volonté. D'accord ? Jankélévitch disait « Tout est possible à un homme qui veut ». C'est-à-dire que notre volonté fait que le temps, s'il ne dépend pas totalement de nous, dépend quand même un petit peu de nous. Alors, autre remarque sur le temps, et j'avance pour pas manquer de temps à la fin de mon intervention. Peut-être ce sont des choses que vous avez déjà entendues, mais dans la philosophie grecque antique notamment, on a coutume de distinguer plusieurs formes de temps, mais notamment le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps linéaire, le temps scientifique. Le temps que l'on mesure, c'est le temps des montres, c'est le temps des horloges. Celui qui est le même pour tout un chacun. Ici, dans cette salle ce matin, le temps est le même pour nous toutes et nous tous. Les mêmes secondes, les mêmes minutes. Et pour autant, nous n'avons pas forcément la même façon de l'appréhender. Et c'est bien ce que veut dire la temporalité. La temporalité, c'est le vécu du temps. Pour moi, ça passe très vite en ce moment parce que je sais que j'ai des choses à vous dire. Pour vous, j'espère aussi que ça passe vite, mais peut-être que ça n'est pas le cas. On ne vit pas le temps de la même façon. Et donc, dans cette temporalité, il y a cette notion du kairos, qui est une très belle notion qu'on travaille souvent, avec Pascal on l'a beaucoup travaillé, qui est la notion de moment opportun. Le kairos, c'est un moment dans le temps physique que l'on considère comme étant une opportunité. Et donc, je ne peux que le relier au sujet du jour. Quel est le bon moment pour parler des directives anticipées, mais peut-être aussi pour les écrire ou ne pas les écrire, d'ailleurs. Et ça, c'est fondamentalement important parce que beaucoup de témoignages, beaucoup de discussions avec les collègues où le sujet a été abordé et ça a été mal reçu. Ou inversement, le sujet n'a pas été abordé et peut-être qu'on aurait aimé qu'il le soit.
Donc toute la question, c'est de savoir comment saisir la meilleure opportunité entre un trop tôt et un trop tard sur cette question des directives anticipées. Je poursuis sur cette question du temps. Il y a quand même une autre approche de la philosophie par le temps qui vise à essayer de comprendre notre inscription entre le passé, le présent et le futur. Il y a un questionnement intéressant à avoir sur ça, puisque la philosophie, quand elle regarde du côté du passé, ne cesse de nous rappeler qu'il y a une irréversibilité du temps qui passe. Entre l'espace et le temps, l'approche est différente. Si je recule d'un pas, je peux revenir où j'étais. Mais si je recule d'un pas, je ne peux pas revenir à l'instant d'avant parce qu'il est déjà passé. Le temps est irréversible, quoi qu'on fasse. Et me semble-t-il, dans ce rapport aux directives anticipées, il y a quelque chose à travailler autour du passé parce qu'il faut s'imaginer dans un présent pour un futur où je n'aurai plus certaines choses. Où, dans le passé, j'avais des capacités, mais dans ce nouveau présent, je ne les ai plus. Quel est le rapport à la perte ? Comment peut-on envisager notre rapport à ce que nous n'aurons plus ? Capacités physiques, mais aussi parfois les capacités cognitives, et c'est le cas pour les directives anticipées. La question du présent, tout simplement, c'est se mettre ici et maintenant à la réflexion sur les directives anticipées. Mais est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on le veut ? On pourra en parler aujourd'hui, je trouve que c'est une question importante et intéressante. Est-ce qu'on veut parler des directives anticipées ? Il y a quand même pas mal d'études sur les directives anticipées qui tentent à dire que oui, on connaît le dispositif, mais c'est pas pour maintenant, on n'a pas envie en fait de se projeter dans une vulnérabilité. Et la question du futur, finalement, il y a déjà d'une, que sera demain ? Je ne suis pas sûre de ce qu'il en sera pour moi. Et est-ce que j'ai vraiment envie de croire que je vais aller vers de la vulnérabilité ? Pas sûr. Donc finalement, dans cette corrélation entre un temps qui est ma puissance, je peux faire quelque chose, mais je ne peux pas empêcher que le temps passe. Quel est le rôle des directives anticipées ? Est-ce que le rôle des directives anticipées, c'est de prévoir l'imprévisible, d'attendre l'inattendu ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on peut leur demander aux directives anticipées ? C'est une question que je laisse comme ça, je n'ai pas la réponse évidemment. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller vers la deuxième thématique que je voulais aborder avec vous, tout simplement parce que dans notre thème de ce matin, il y a la question d'envisager. Alors, quand vous regardez la définition du terme envisager, c'est projeter quelque chose, avoir un projet, considérer quelque chose. J'envisage d'aller à tel endroit en vacances, je projette quelque chose. Sauf qu'il y a une deuxième définition, et c'est celle-ci qui m'intéresse ce matin, envisager. Être en face d'un visage, être en face à face avec quelqu'un ou quelque chose. Et pour des philosophes, parler de visage, ça nous mène un petit peu vers la question de l'identité. Et le fait est que pour les directives anticipées, ça vient poser la question de l'identité, puisqu'il est question d'écrire dans un moment ce que je voudrais ou ne voudrais pas pour un autre moment. Donc finalement, il faut se poser cette question, en tout cas ces questions. Quel visage aura demain ? Quel visage aurais-je demain ? Et qui serais-je demain ? Est-ce que je suis persuadée de vouloir encore ce que j'ai voulu dans le passé ? Et ça pose bien des questions certes philosophiques, mais surtout pratiques. Entre ce qui a été perçu, considéré, voire même écrit dans un passé, est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours aussi pertinent et légitime pour la situation telle qu'elle a évolué ? Et c'est bel et bien une question autour de l'identité. Alors, cette question de l'identité, elle peut se questionner autour de cette notion de maintien de soi et de sa volonté. Comment se maintient-on dans le temps ? Est-ce que celle que je suis aujourd'hui sera encore celle que je serai demain ? Au-delà du champ du soin, au-delà des directives anticipées, c'est une question qu'on se pose souvent pour soi-même. Et même plus encore, on se pose souvent la question de savoir, mais quelle est mon identité finalement ? Je ne sais pas si vous connaissez, je fais une toute petite parenthèse, la réflexion d'une philosophe qui s'appelle Julia de Funès, qui a écrit il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Le siècle des égarés, où elle questionne justement la force de ce concept de l'identité, et elle explique qu'aujourd'hui, on veut à tout prix avoir une identité. On veut à tout prix même défendre son identité. Et en fait, parfois, c'est dur de savoir vraiment qui on est. Et donc, ça nous égare, dit-elle. Ça peut nous égarer parce qu'on n'est pas persuadé de savoir qui on est. Donc finalement, cette identité demeure-t-elle à travers le temps qui passe est source de changement, et plus encore demeure-t-elle à travers la vulnérabilité physique, mentale et sociale ? Est-ce que l'identité demeure ? Alors pour peut-être tenter de répondre à cette question, je ne peux pas ne pas vous citer Paul Ricoeur, philosophe contemporain, pour qui l'identité a été un gros sujet dans sa philosophie.
Et justement, il explique que l'identité, c'est une corrélation entre du même et de l'autre, de la similarité et de la différence. Ce qui demeure, ce qui se maintient, c'est notre passage dans le temps, justement. On commence, on poursuit, on finit, on est dans ce temps-là. Il y a quelque chose qui concorde dans notre existence. Mais dans cette existence, il y a aussi plein de choses qui arrivent. D'accord ? Des belles choses, des choses un peu moins belles, des choses neutres. Et donc, ça vient un peu modifier l'identité. Et il explique justement que l'identité, c'est une exigence entre ce qui concorde et ce qui discorde. Et pour faire concorder les deux, là, il explique que l'identité, elle doit être narrative. Se raconter, ça permet de corréler un petit peu ce qu'on est avec les différences qui nous assaillent, les événements qui nous arrivent. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que les directives anticipées, ça peut être considéré comme un récit de soi ? Parmi peut-être d'autres possibles, mais peut-être que c'est déjà un récit de soi qui anticipe sur les changements qui m'affecteront à un moment donné. Donc on est dans cette réflexion-là, où finalement, parfois, dans l'identité, il peut y avoir quelques conflits éthiques, quelques dilemmes éthiques, puisque entre le présent de l'avenir et le présent du présent, c'est-à-dire notre présent pensé pour dans 2 ans et le présent effectif dans 2 ans, parfois, il y a des inadéquations, des questionnements. Et ces questionnements, eh bien, on nous les présente souvent d'un point de vue éthique. Alors je poursuis et termine, et j'en serai sur mon mot de conclusion. De la question, peut-on envisager notre propre futur ? Peut-être, on peut aussi s'interroger sur doit-on envisager notre propre futur ? Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous répondraient bah oui, c'est même un devoir citoyen que de se poser cette question-là, alors que d'autres diront bah peut-être pas. Précisément parce que les directives anticipées, c'est aussi une question de liberté. Mais une liberté dans 2 sens qui ne sont pas les mêmes. Une liberté parce qu'après tout, c'est notre liberté individuelle que de penser à notre fragilité prochaine, à notre mort. Qui peut nous obliger à y penser ? C'est un peu violent. Si on oblige demain les patients à dire c'est le moment, vous vous positionnez et vous dites ce que vous voudrez ou vous ne voudrez pas. Dans la relation de sang, ça me paraît quand même assez difficile. Donc, c'est une liberté de ne pas le faire et comment on respecte aussi cela. Dans un comité d'éthique, une fois, on a discuté le fait que un centre hospitalier souhaitait afficher sur les murs des chambres tout le processus pour écrire ces directives anticipées de façon un peu de l'injonction. Et on se questionnait en disant est-ce que c'est respecter la liberté de la personne d'écrire ou de ne pas écrire que d'avoir ce papier en face de son lit dans un moment où on n'est pas très bien. C'était une question. Pour autant, les directives anticipées, si elles ont été faites par le législateur aussi, c'est pour respecter une autonomie quand soi-même on ne pourra plus être garant de notre propre autonomie. Donc c'est aussi au nom de la question de la liberté. Donc je finis un petit peu sur une contradiction, mais sur une contradiction qui appelle une réflexion sur la place qu'on accorde à la liberté individuelle dans ce processus des directives anticipées, d'un côté comme de l'autre. Et je terminerai par cette citation donc, que j'emprunte à Jean Kelevitch sur notre rapport au temps. L'irréversible n'admet qu'un seul remède, le consentement joyeux de l'homme à l'avenir et au futur. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Élodie, pour ce propos à la fois introductif et presque complet sur le sujet. Est-ce que vous avez des réflexions, des questions ? On a un petit temps dédié. Pardon ? On a un temps dédié, je crois. Il y a un temps dédié, ouais. oui, on a le temps. Comme l'a dit François tout à l'heure, le but de l'éthique, c'est surtout de partager. Partager des points de vue, partager des réflexions. Ce que je dis souvent, et je suis sûr que ce soir, ça sera encore vrai, vous repartirez ce soir avec plus de questions que vous n'êtes venus ce matin sur les directives anticipées. Oui. Alors vous avez possibilité d'un micro ? Oui, vous m'entendez ? Parfait.
En fait, je rebondis sur ce que vous avez dit à la fin de l'intervention. Doit-on envisager notre propre futur? Oui, effectivement, ça fait partie des choses qui, en pratique quotidienne, puisque je fais faire des directives anticipées à certains de mes patients qui le souhaitent, je les propose à d'autres. J'en ai parlé à des gens malades, des gens pas malades, qui n'avaient pas de maladie chronique forcément. Et on se rend compte que entre tout ce qui va être le droit et donc et ce qui va être l'aspiration de la personne, en fait, ça leur fait très très peur. Ils sont face à leur vulnérabilité future et en fait, ça prend énormément de temps. Et puis parfois, on se rend vite compte qu'il faut laisser tomber. Parce que la personne n'est pas prête à parler, n'est pas prête à l'entendre, n'est pas prête à envisager son futur. Et je suis bien d'accord. Doit-on envisager notre propre futur? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, c'est très fragilisant et c'est même très déstructurant. Et je pense pas que ça soit bon pour tout le monde. Voilà. Merci. Alors, je te le redonnerai le micro. J'évoquais rapidement les différentes études qui ont été faites un peu sur les directives anticipées, mais peut-être mes collègues en parleront après. C'est vrai que dans les raisons qui fait qu'on n'en écrit pas, alors il y a le fait que parfois on ne connaisse encore pas que ça puisse exister. Il y a le fait aussi de se dire, j'aimerais bien en écrire, mais je ne sais pas en fait quoi écrire parce que je ne sais pas ce que je voudrais pour demain. Et il y a quand même ce sujet-là qui revient souvent, c'est-à-dire que je n'ai pas envie en fait de penser à ma fragilité ni même à ma mort, parce que j'ai pas envie, parce que ça me fait peur, parce que ça m'écrase un petit peu. Donc je trouve que dans cette approche des directives anticipées, il faut quand même prendre acte de ça, et on n'est pas tous égaux dans le rapport à cela. On peut très bien connaître la vie du corps, la vie des maladies, et pas avoir envie d'y penser pour soi-même ou vice-versa. Donc il y a quand même une extrême singularité dans l'approche de ce sujet. Et quand je vous parlais du moment opportun, c'est aussi un moment opportun par rapport à quelqu'un. C'est pas juste pour le praticien, c'est pas juste pour l'institution, c'est surtout probablement pour le patient. Mais bon, c'est dans une réciprocité aussi avec le professionnel, en se disant, voilà, quelle est la meilleure opportunité, pour qui et pourquoi, quoi. Mais c'est vrai que ça renvoie quand même à ce sujet de la mort, et parfois, on préfère vivre sans y penser. Mais toute la question, c'est de savoir comment on accompagne ça et comment on l'accepte, surtout, dans une société qui parfois nous met dans une injonction à se positionner, à être autonome et à vouloir, quoi. Vrai sujet philosophique. Quand penser à sa fin de vie et souvent, trop souvent, on y pense trop tard. Oui. Oui, merci beaucoup. En fait, j'avais une question je sais pas, c'est très difficile de rédiger, je rejoins ma collègue. Est-ce qu'il ne faut pas un peu d'expérience, de vécu, et c'est très difficile de se projeter parce qu'on parle justement d'un truc qu'on n'a pas encore vécu. Et est-ce que justement, le fait qu'on sociétalement, on est plutôt dans la performance, on ne met pas trop en face les gens qui sont en déclin ou en tout cas qui sont exposés à ça. Et il y a un côté transgénérationnel, il y a le vieillissement qui n'est pas trop valorisé. Est-ce que le fait de philosopher, d'en parler plus, même très jeune, va peut-être aider à moins aborder ça comme un problème, mais plus pour pouvoir se projeter en fait et pouvoir y réfléchir de manière peut-être plus apaisée. Parce que j'ai l'impression que c'est plus ça qui angoisse les gens. Ça veut dire que on les décrit comme dans un moment où ils seront très vulnérables et peut-être un peu seuls. Et moi, c'était une expérience. Je me demandais si l'expérience, mais dans l'expérience philosophique, peut-être, pourrait aider. Ouais, même expérience philosophique, mais est-ce qu'on peut dire expérience citoyenne? Vous voyez, enfin, je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, ce sujet-là, mais on essaye quand même dans les classes dès le plus jeune âge d'avoir un enseignement un peu civique, tel qu'on l'appelait. Enfin, ça prend différents noms maintenant, je ne suis plus au fait, mais la question, c'est de savoir de quoi on parle à ce moment-là. Il y a des perspectives aussi très jeunes d'approche philosophique de grands sujets de l'existence, dont celui de la mort. Voilà, je vous rappelle que la mort n'est pas au programme du bac de philo, en tout cas de terminale en philosophie. C'est assez étonnant de ne pas traiter de ce sujet-là à ce moment-là, parce que ça pourrait être une bonne opportunité, sans dire de parler de sa mort, mais de parler du concept en général. Donc il y a vraiment un enjeu sur le fait de savoir à quel moment on parle-t-on.
et à qui en parle-t-on, je pense, dans cette perspective un petit peu, un petit peu citoyenne. Mais par rapport à l'expérience qu'il faudrait ou qu'il faudrait pas, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais je pense qu'il y a un suivi, au même titre un petit peu de comment on parle du don d'organes ou de ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait y inclure cette approche des directives anticipées? Et je suis d'accord, mais là, c'est un autre sujet. C'est aussi dans notre rapport à la mort d'un point de vue sociétal. Anthropologiquement, on sait quand même que depuis la seconde partie du XXe, dans le monde occidental, on est plutôt dans une marginalisation quand même de ce sujet-là. On en fait une question tellement individuelle qu'elle devient un peu cachée. Donc ça peut être bien parce que ça respecte l'intime de chacun, mais pour autant, ça cache un petit peu la question. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à retravailler dans ce rapport à la mort, mais collectif? Individuellement, c'est une chose, mais collectif, c'en est une autre. Mais du coup, comment s'y prendre? Et les directives anticipées, c'est une façon d'aborder un peu les choses, mais je pense qu'il faudrait le faire plus au fondement, me semble-t-il. Bon, pour répondre totalement à votre question, je pense qu'à la fin de la journée, vous aurez peut-être Oui. un peu de réponse. Oui. Pardon. C'est bon, là, il est allumé. Bon. Voilà, ma question c'était juste, est-ce qu'on peut penser simplement en droit individuel ou en droit de la personne? C'est-à-dire penser la question de ma propre mort par rapport aux autres que je rencontre. Moi, quand je rencontre des personnes en fin de vie qui disent « je ne sers plus à rien », j'ai envie de leur dire « pour qui vous comptez encore ?» Est-ce que ce n'est pas une dimension importante dans la réflexion sur les directives anticipées? Oui. C'est intéressant votre questionnement. Pour qui comptez-vous encore? C'est une belle phrase, je pense qu'on peut la retenir. Parce qu'il y a un peu cette idée aussi, mais ça rejoint ce que disait monsieur avant, notre représentation de la vulnérabilité dans une société qui pousse à la capacité, au pouvoir-faire, et qui met parfois un peu de côté la vulnérabilité. Donc c'est vrai que quand on peut être atteint d'incapacité, on peut, pas forcément, mais se sentir un peu... être un poids, peut-être pour ses proches, peut-être pour la société, peut-être, je dis bien, pas forcément. Donc il y a peut-être un regard à changer aussi sur tout simplement la place que l'on fait à la vulnérabilité dans une société comme la nôtre. Et c'est pas tout de suite parler de la fin de vie, déjà parler peut-être des personnes en situation de grand âge, des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que je vous le disais en intro, c'est déjà une réflexion sur la vulnérabilité dans notre considération. Et après, dans l'accompagnement, mais les professionnels de santé le diront bien mieux que moi, je pense qu'il y a un enjeu à resituer la personne aussi dans un cercle familial, amical, peut-être aussi soignant, où finalement, elle compte toujours, cette personne. En tout cas, on peut l'espérer. Parfois, il y a des situations un peu différentes. Mais vous savez, c'est toute une réflexion autour de ce qui est porté par le CARE, vous savez, la philosophie du soin, où justement, on laisse une place à la vulnérabilité dans nos rapports individuels, mais aussi à l'échelle collective. Et je pense que ces directives anticipées, ça s'inscrivent bien en fait dans ce questionnement-là. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait de la vulnérabilité dans une société qui est un peu différente par rapport aux valeurs, quoi. Oui. Je rebondis un peu sur ce que vous dites sur le cercle familial ou en tout cas la collectivité. Est-ce que les directives anticipées, c'est pas aussi le moyen de choisir pour soi, mais ne pas laisser cette responsabilité-là aux autres? Oui. Le terme responsabilité me semble être important. C'est vrai que je le mettais sur la dernière diapo, dans l'espèce de petit dessin, parce que effectivement, il y a quand même cet enjeu-là de respect de l'autonomie de la personne, se dire il faut bien que la personne laisse une trace de ce qu'elle veut pour savoir ce qu'elle aurait voulu et pas justement que ce soit un tiers qui décide pour elle et ça se trouve, c'est pas du tout sa volonté. Mais c'est aussi peut-être rendre moins complexe la décision au moment où elle doit se prendre, parce que finalement décider pour quelqu'un sur une situation aussi définitive, parce qu'on parle bien de fin de vie, donc la décision elle est sérieuse en fait. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée aussi de faciliter peut-être la prise de décision en fin de vie. Néanmoins, on sait que dans la loi, mais Christine, tu l'aborderas peut-être plus tard, les directives anticipées, on a quand même l'option de ne pas les appliquer si elles existent, si elles nous paraissent pas appropriées à la situation. Donc ça, c'est un questionnement juridique, mais aussi philosophique, en se disant comment on est sûr de bien choisir pour la personne ce qu'elle veut, comment éviter à la famille de devoir porter ce choix qui est difficile, quel est l'équilibre éthique dans toutes ces volontés exprimées finalement. Oui, je ne sais pas. Tour de rôle. Pour rebondir, moi j'irais un peu plus loin. Est-ce que les directives anticipées, c'est pas un transfert de responsabilité complet sur le patient et dédouaner un petit peu la décision médicale? Oui. Prendre le chemin un peu inverse. Est-ce qu'on ne va pas dans cette voie-là? On pourrait aller dans cette voie-là.
Mais après, je pense que mais les médecins ou les professionnels de santé pourraient répondre mieux que moi une fois encore, mais dans la façon dont on présente aussi cet outil juridique, la forme, elle compte beaucoup. Il y a le fond de ce que c'est, mais la forme aussi en disant, vous avez la possibilité de vous exprimer pour vous-même et que votre décision compte à un moment où vous pourrez plus la défendre. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de regard soignant, de regard médical, d'appréciation de la situation au moment venu, parce que c'est un peu difficile individuellement de se dire, je choisis maintenant, je m'engage pour moi-même librement, et donc je porte la responsabilité du choix que j'ai écrit à un moment donné. C'est difficile à porter. Donc je pense que dans la façon dont présenter, mais je ne sais pas comment ça se passe réellement dans la pratique, il y a cette idée aussi quand même de rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas que ça quand même comme réflexion sur la situation. Même si juridiquement, elles ont le poids hiérarchique de passer en premier. Vous voyez ? Donc le fond de ce que c'est, oui, mais la forme dans ce qu'on présente le dispositif, elle est quand même importante pour dire comment ça peut se passer. Mais après, dans le réel, une fois encore, moi, je ne peux pas vous dire, mais bonne interrogation. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, complètement. Axel ? C'est là où je trouvais intéressante ton intervention par rapport à l'évolution de la société. Oui. À quel moment, en fait, les directives anticipées vont être lues ? Est-ce qu'elles vont être lues dans 10 ans ? Et ça pose vraiment la question du destinataire, celui qui va lire les directives anticipées, et du coup la relation de confiance qu'on va avoir avec le lecteur, celui qui va interpréter du coup les directives anticipées. Et il y a vraiment une interprétation en fait de l'écrit qui est complexe. Bien sûr, mais mais juste ce que tu pouvais poser comme évolution de la société. À quel moment les directives vont être lues ? L'évolution, l'avancée de la société, et tu parles de confiance. Des fois, c'est une confiance en anonyme, parce que la personne qui les lira, les interprétera, on ne l'a pas encore connue. Si on a de la chance, peut-être on les a confiés à notre médecin qui sera encore là, peut-être mais je ne sais pas si c'est la réalité des situations. Donc c'est vraiment une confiance un peu à l'aveugle, en se disant je fais confiance au système qui m'accueillera à un moment donné pour avoir une lecture qui soit la plus favorable pour moi. Mais c'est vrai que ça pose la question de la confiance aussi. Et le fait de ne pas les écrire parfois, c'est se dire, je ne m'engage pas plus que ça et on verra, je laisse un peu le destin faire aussi parfois. Oui. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit la personne précédente en disant oui, c'est important de savoir qui va les lire et quand on va les lire. Je me suis retrouvée un jour face à une situation épouvantable où j'ai dû menacer un médecin du SAMU en disant tout est enregistré. Donc, c'était une dame qui faisait une détresse respiratoire aiguë et donc qui était en grande souffrance immédiate, et c'était pas quelque chose d'attendu, c'était pas quelque chose qui était une finitude attendue. Et donc, cette femme était en grande souffrance et elle avait des directives anticipées très vagues, comme quoi pas d'acharnement thérapeutique et tout. Quand j'ai appelé pour avoir une ambulance, pour que cette dame soit transportée à l'hôpital et qu'elle ne souffre plus, qu'elle ne soit plus en souffrance. Donc ça, c'est le b.a.-ba pour un patient qui va pas bien. Le médecin du SAMU m'a dit « C'est quoi ces directives anticipées ?» Donc, je l'ai lui ai lu et il m'a dit on vient pas, on fait rien. Et là, je lui ai dit mais tout est enregistré, vous le prenez sous votre responsabilité, la famille veut l'hospitalisation et les directives anticipées, c'est pas de l'acharnement, c'est traiter un cas aigu. Donc, effectivement, selon qui va lire les directives anticipées, qui va en prendre conscience, eh bien, on peut se retrouver face à des problématiques qui ne prennent pas en compte la prise en charge de la douleur physique et morale de quelqu'un. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux directives anticipées, effectivement. Vous mettez en avant une réflexion intéressante, c'est-à-dire qu'on ne met souvent pas d'acharnement thérapeutique, mais qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'acharnement thérapeutique ? On aura l'occasion d'y revenir. Et il y aurait certainement beaucoup de réponses différentes dans cette salle. Juste pour compléter quand même votre remarque, mais là aussi on aura l'occasion d'y revenir, notamment j'y reviendrai, mais quand une personne dans un établissement donne des directives anticipées, il faut envisager que se passe-t-il si on applique ces directives anticipées. Vous parlez de souffrance, la souffrance elle peut être prise aussi, on n'est pas obligé d'hospitaliser quelqu'un pour traiter sa souffrance. Voilà, donc c'est un tout. Mais bon, on ne va pas déflorer tous les sujets, parce qu'on a toute la journée pour ça. Merci beaucoup Élodie. Alors, les directives anticipées, c'est un droit, et donc par définition, le droit est convoqué. Et je remercie Christine Lassalas, avec laquelle on fait souvent des interventions sur
la loi sur la fin de vie et sur les directives anticipées, et qui est une passionnée des directives anticipées, et qui malgré des petits problèmes de vision, ne vous affolez pas si elle ne passe pas les bonnes diapos, nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci Christine. Et pour avancer avec celui-là, oui, pardon. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je sais que Jean-Étienne Bazin a dit que les remerciements viendraient plus tard, mais je vais quand même en faire. Je me permettrai donc de remercier Jean-Étienne, Éric Laporte et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée consacrée aux directives anticipées. Donc moi, la commande qui m'a été faite, c'est la question que vous voyez apparaître. Les directives anticipées, quel droit ? Et je vous propose, pour répondre à cette question, de revenir dans un premier temps sur les dispositions légales qui sont relatives aux directives anticipées. Et puis, dans un second temps, on échangera un petit peu, on discutera un petit peu des problématiques, des difficultés que soulèvent ces dispositions légales. Alors, les dispositions légales relatives aux directives anticipées, c'est un dispositif, un outil qui a été créé par le législateur français dans le cadre de la loi de 2005, dite loi Leonetti. Et c'est un dispositif qui a été plusieurs fois modifié, qui a été précisé par la suite, notamment par la loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti. En quoi consiste ce dispositif au regard donc, de la loi ? Les principales dispositions légales figurent à l'article L1111-11 du Code de la santé publique. Et dans sa version actuelle, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est précisé, donc toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Initialement, en 2005, quand le dispositif a été créé, les directives anticipées exprimaient les souhaits de la personne quant à sa fin de vie. C'est en 2016 que le terme de volonté a remplacé celui de souhait. De la même manière, en 2005, les directives anticipées, elles permettaient d'exprimer ce que l'on ne voulait pas, ce que l'on ne veut pas quant à sa fin de vie. Depuis la loi Claeys-Leonetti, on peut également inscrire dans ces directives anticipées une poursuite de traitement. Donc la finalité a évolué. Qui peut rédiger des directives anticipées et quid des majeurs protégés ? Comme on l'a vu précédemment, donc toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées. S'agissant des majeurs protégés, il y a une disposition qui figure également à l'article L1111-11 du Code de la santé publique. On dit que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Et la personne qui est chargée de la mesure de protection ne pourra pas l'assister à cette occasion. Alors, comment on va articuler ces dispositions ? Que faut-il en retenir ? D'une manière générale, toute personne majeure, qu'elle soit protégée ou non, peut rédiger des directives anticipées, à la condition, bien entendu, d'être capable de discernement, d'être capable d'exprimer sa volonté. Si par ailleurs, la personne fait l'objet d'une mesure de protection, que cette mesure de protection n'est pas limitée seulement au bien, qu'elle s'étend à la personne, et que ce n'est pas simplement une mesure d'assistance à la personne, mais une mesure de représentation, eh bien dans ce cas-là, il faudra en plus l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Concernant les directives anticipées, peut-on changer d'avis ? Quelle est leur durée de validité ? Donc les directives anticipées sont révisables et révocables à tout moment, par tout moyen. Elles ont une durée de vie illimitée, elles sont valables à vie tant qu'elles ne sont pas modifiées ou annulées. Ça aussi, c'est une modification apportée par la loi de 2016. Initialement, elles avaient une durée de vie de 3 ans. Concernant le document lui-même, la rédaction des directives anticipées, le législateur a prévu que les directives anticipées peuvent être écrites à la main ou dactylographiées. Elles doivent être datées et signées
par leur auteur qui préalablement aura pris la peine de s'identifier en donnant son nom, prénom, date et lieu de naissance. On a prévu que des modèles seraient proposés. Il y a effectivement 2 modèles qui ont été proposés par la Haute Autorité de Santé. Un modèle qui est relatif, qui concerne les personnes qui souffrent d'une maladie grave lorsqu'elles envisagent de rédiger leur directive anticipée, et un modèle pour les personnes que l'on dira en bonne santé. En toute hypothèse, donc, ces modèles sont facultatifs. On peut tout à fait utiliser un autre modèle qui serait proposé par une autre association, un autre organisme, voire rédiger ces directives anticipées sur un papier libre. Si la personne est en état d'exprimer sa volonté, mais qu'elle ne peut pas rédiger elle-même, qu'elle ne peut pas signer le document, eh bien dans ce cas-là, elle peut demander à 2 témoins, dont la personne de confiance, si elle en a désigné une, de rédiger le document à sa place. Enfin, à sa place, on est d'accord, elle va reprendre les volontés exprimées par la personne. Autre point qui a été envisagé par le législateur, qui a accès aux directives anticipées? Où seront-elles stockées? Alors, je vous cite là aussi une des dispositions qui figure à l'article L1111-11 du Code de la santé publique. Il est précisé que les directives anticipées seront notamment conservées sur un registre national qui fera l'objet d'un traitement automatisé. Et dans ce cas-là, un rappel de leur existence sera régulièrement adressé à leur auteur. Alors, concernant ce registre national, il y a une certaine opacité en ce sens où si vous faites une recherche sur un moteur de recherche comme Google, que vous tapez et que vous cherchez l'existence de ce registre, vous verrez qu'il n'y a aucune réponse qui sort. Contrairement au registre national sur le refus des dons d'organes. Néanmoins, des organismes comme par exemple, ou des institutions comme le Sénat, a fait référence à plusieurs reprises à ce registre national dans le cadre de réponses qu'il a faites à des questions écrites qui lui étaient posées. Il a précisé que le dépôt des directives anticipées au dossier médical partagé valait inscription sur ce registre national des directives anticipées. Et finalement, j'ai envie de dire, peu importe, l'essentiel c'est que les directives anticipées soient accessibles pour qu'elles puissent être mobilisées en temps voulu. On peut donc tout à fait effectivement les déposer sur le dossier médical partagé, les confier à toute autre personne au choix du scripteur, comme par exemple le médecin qui prend en charge son patient lors d'une hospitalisation, la personne de confiance si elle a été désignée, un proche. Alors, quelle est la portée des directives anticipées au regard, en tout cas, de la loi? C'est probablement là-dessus qu'il y aura le plus de difficultés et que l'évolution a été la plus importante. Si l'on repart de la loi de 2005, initialement, donc, les directives anticipées devaient être consultées par le médecin avant toute décision de limiter ou d'arrêter un traitement, et elles primaient sur tous les avis non médicaux, y compris celui de la personne de confiance. Il était également prévu que lorsqu'elles étaient rédigées, le médecin devait en tenir compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Donc, en 2005, les directives anticipées, elles ont un caractère consultatif, mais elles ne sont pas contraignantes. La loi de 2016 a modifié la portée des directives anticipées. Elles ont toujours, elles prévalent toujours sur les avis non médicaux, y compris celui de la personne de confiance. Mais si l'on regarde maintenant ce qui figure à l'article L1111-11 du Code de la santé publique, il est mentionné « Les directives anticipées s'imposent aux médecins ». Elles sont donc devenues contraignantes pour le médecin, en tout cas en principe. Et comme toujours en droit, ou comme très souvent en droit, quand il y a un principe, il y a des exceptions. Et nous n'allons pas déroger à la règle pour les directives anticipées, puisque juste après, il est précisé « Les directives anticipées s'imposent aux médecins, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. » Vous allez voir qu'effectivement, ces exceptions et ce principe vont soulever de nombreuses difficultés. Quoi qu'il en soit, donc, si le médecin veut se délier des directives anticipées, qu'il estime manifestement inappropriées
ou non conforme à la situation médicale, il doit respecter une procédure collégiale. Il doit recueillir l'avis des membres de l'équipe de soins et l'avis d'un médecin au moins avec lequel, je cite encore une fois, il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut également recueillir l'avis de la personne de confiance si elle a été désignée ou celui des proches, de la famille ou des proches. En toute hypothèse, il devra motiver sa décision, la justifier, inscrire sa décision, la mentionner dans le dossier médical du patient et informer la personne de confiance, la famille et les proches de sa décision d'écarter les directives anticipées. Alors, a priori, quand on regarde les dispositions légales, je dirais qu'elles sont relativement simples et en réalité, vous allez voir qu'elles vont soulever de nombreuses difficultés, de nombreux questionnements, notamment quant à leur compréhension, leur interprétation, leur application. 2 exemples pour débuter, mais c'est juste pour la réflexion. Le texte prévoit que les directives anticipées seront mobilisées lorsque la personne sera hors d'état d'exprimer sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Alors on imagine bien qu'elles seront mobilisées lorsqu'aucune communication n'est possible, mais quid des personnes avec lesquelles la communication n'est pas totalement impossible, mais peut-être plus compliquée? Les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, les personnes protégées juridiquement, sachant que, on l'a vu précédemment, le fait d'être protégé juridiquement n'empêche pas de rédiger des directives anticipées et surtout n'empêche pas de s'exprimer sur ce que l'on veut, notamment quant à sa santé. Autre remarque, autre réflexion, le dispositif actuel, il est proposé exclusivement aux personnes majeures. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce dispositif soit également proposé aux mineurs? Est-ce qu'il est pertinent de retenir l'âge de la majorité comme seuil pour rédiger des directives anticipées? Pour information, tout à l'heure, je vous ai parlé du registre national du refus des dons d'organes. Le seuil, c'est 13 ans. Autre difficulté, et je vous l'avais dit, probablement la thématique sur laquelle il y a le plus de questionnements, il s'agit de l'opposabilité, du caractère contraignant des directives anticipées. Nous l'avons dit tout à l'heure, en principe, lorsque les directives anticipées sont rédigées, elles s'imposent aux médecins. Mais à quel point? Est-ce qu'elles seront forcément respectées? Alors, je vous propose de tenter une réponse à propos de différentes décisions qui ont été rendues récemment, et notamment donc, des décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État. Une décision qui a été rendue par le Conseil d'État en tant que juge des référés en 2022 notamment, concernant une poursuite de traitement qui était exprimée dans des directives anticipées. En fait, une décision d'arrêt de traitement a été prise au titre de l'interdiction de l'obstination déraisonnable, alors que le patient avait écrit dans ses directives anticipées sa volonté d'être maintenu en vie artificiellement en cas de coma prolongé jugé irréversible. Du coup, ses proches ont saisi le juge des référés du Conseil d'État. Je vous donne leur argumentation. Pour eux, je n'ai pas dit que c'était juste. Ils estimaient que les dispositions légales permettant d'écarter les directives anticipées étaient imprécises, qu'elles conféraient aux médecins une marge d'appréciation beaucoup trop importante, qu'elles méconnaissaient le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté individuelle. Du coup, le Conseil d'État, dans un premier temps, a suspendu provisoirement l'exécution de la décision médicale et il a saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité ou non à la Constitution des dispositions légales qui permettent d'écarter les directives anticipées. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Il considère que les dispositions légales contestées sont conformes à la Constitution. À la suite de cela, le juge des référés du Conseil d'État s'est prononcé sur le fond de l'affaire. Alors, il a précisé à cette occasion qu'il appartient au médecin, qui est, donc je cite, en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter un traitement au titre de l'obstination déraisonnable. Il a rappelé qu'un traitement relève de l'obstination déraisonnable lorsqu'il est inutile, disproportionné et qui n'a d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
il a rappelé également que pour prendre sa décision, le médecin doit respecter une procédure collégiale, ce qui avait été fait en l'espèce, se fonder sur un ensemble d'éléments médicaux, non médicaux, et parmi les éléments non médicaux, il doit accorder une attention particulière à la volonté que le patient peut avoir exprimée, notamment dans ses directives anticipées. Par la suite, il a rappelé que les directives anticipées, eh bien, on l'a vu, elles s'imposent aux médecins en principe, mais qu'elles peuvent être écartées lorsqu'elles sont considérées comme étant inappropriées à la situation médicale. Et en l'occurrence, c'est ce qui a été décidé. On a considéré que les directives anticipées étaient manifestement inappropriées à la réalité de la situation médicale. Par conséquent, eh bien, le Conseil d'État a confirmé la décision médicale d'arrêt de traitement. Que peut-on conclure de cette affaire-là concernant les directives anticipées ? Il est possible de demander, dans le cadre de directives anticipées, une poursuite de traitement. En revanche, en aucun cas, il ne sera possible d'imposer au médecin un traitement qui serait considéré comme relevant de l'obstination déraisonnable par le médecin. Une autre décision qui a également été rendue par le juge des référés du Conseil d'État en 2022 également, qui concerne cette fois-ci un refus de traitement qui est exprimé dans des directives anticipées. Et dans cette affaire-là, les juges vont être interrogés au moment où la décision médicale doit être prise. Les faits sont assez classiques. Une personne va être admise au service des urgences suite à un accident. Le patient va être opéré, intubé, il va être ventilé artificiellement et transfusé le même jour. Il va être par la suite plusieurs fois opéré et plusieurs fois transfusé. Or, cet homme est témoin de Jéhovah. Il ne voulait pas recevoir de transfusion sanguine. Il était porteur de directives anticipées dans lesquelles il mentionnait qu'il refusait toute transfusion sanguine. Et là aussi, je cite, « même si le personnel soignant estime qu'une telle transfusion s'impose pour lui sauver la vie ». Il avait par ailleurs désigné une personne de confiance qui était présente. Par conséquent, donc, la personne de confiance ainsi que 2 autres membres de la famille ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon dans un premier temps pour lui demander d'obliger l'hôpital à respecter les directives anticipées du patient. Le tribunal administratif a rejeté la demande. Ils ont saisi le juge des référés du Conseil d'État qui a également rejeté la demande. Alors, on peut s'interroger quant à cette décision et on peut légitimement se demander quel fondement a été retenu par les médecins et par les juges pour justifier le non-respect des directives anticipées. Pour rappel, la personne de confiance avait été désignée, elle était présente. Le patient a été transfusé à plusieurs reprises, à plusieurs jours d'intervalle, contre sa volonté exprimée dans ces directives anticipées. Alors, s'agissant des directives anticipées, on l'a vu, les dispositions sont assez claires. Je vous les rappelle. Lorsque des directives anticipées ont été rédigées, le médecin en charge du patient est tenu de les respecter, sauf 2 situations. En cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale, c'est le premier cas. Deuxième cas, elles peuvent être écartées si elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Donc, dans ce cas-là, il faudra respecter une procédure collégiale. Si on reprend notre affaire, là, concernant la première opération et la première transfusion sanguine, on peut effectivement considérer qu'on était dans un cas d'urgence, la situation d'urgence vitale, avec donc, le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation. On peut imaginer que les conditions étaient bien remplies. Mais qu'en est-il des transfusions qui ont été réalisées par la suite? Une fois que l'urgence est passée, eh bien, normalement, si le médecin veut écarter les directives anticipées parce qu'il considère qu'elles sont inappropriées, il doit respecter une procédure collégiale et il doit motiver sa décision. Or, dans cette affaire, a priori, la procédure n'a pas été respectée. La décision n'est pas très claire, elle manque de clarté.
Mais néanmoins, si on se reporte à la requête qui est mentionnée, auquel il est fait référence dans la décision, il est précisé que la procédure collégiale n'a pas été respectée. Et par ailleurs, à aucun moment, on n'a mentionné le respect de la procédure collégiale lors de l'instruction. Donc, il semble que les juges et les médecins ont considéré que la volonté du patient avait bien été prise en compte et que les directives anticipées étaient interprétables. Il est précisé dans la décision, et là je cite, qu'il résulte des propos tenus à l'audience par le médecin que pour tenir compte des instructions médicales écrites par le patient, les transfusions ont été faites que dans la mesure strictement nécessaire au bon déroulement des actes permettant sa survie. Et il est également mentionné que la stratégie transfusionnelle normalement appliquée aurait abouti à des transfusions d'un volume de sang beaucoup plus élevé. La conclusion de tout cela, eh bien, les directives anticipées peuvent être écartées, ça on le savait, c'était prévu par les dispositions légales lorsque les conditions sont remplies, mais elles peuvent également être interprétées pour être compatibles avec la survie du patient. Troisième décision, ce sera la dernière, toujours au sujet d'un refus de traitement qui est exprimé dans des directives anticipées. Cette fois-ci, la décision est prise non pas au moment où les décisions médicales doivent être prises, mais afin de faire condamner l'hôpital. Les faits sont aussi assez classiques. C'est une dame qui est admise au service de chirurgie digestive pour une opération qui est programmée. Ce n'est pas une opération en urgence, j'insiste. Elle va préciser à l'équipe médicale qu'elle refuse de recevoir des transfusions sanguines. Elle est témoin de Jéhovah. Elle a rédigé également des directives anticipées. Elle a mentionné son refus dans ces directives anticipées. Et le document, les directives anticipées, sont connues des soignants. L'intervention va être réalisée le lendemain. Suite à une perforation accidentelle d'une artère, eh bien, la patiente va être transfusée, son pronostic vital étant engagé. Elle va reprendre connaissance. Le corps médical va de nouveau l'informer du risque vital qu'elle prend. Elle va confirmer à plusieurs reprises son refus d'être transfusée. Néanmoins, elle va être transfusée de nouveau alors qu'elle a été sédatée et elle va découvrir toute cette affaire lorsqu'elle va obtenir son dossier médical quand elle va le demander. Une fois que la patiente sera sortie d'affaire, elle va saisir le tribunal administratif de Bordeaux afin de faire condamner l'hôpital qui n'a pas respecté donc son refus d'être transfusé. Sa demande va être rejetée. Elle interjette appel. On se retrouve donc devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et la question est posée, donc doit-on sanctionner l'hôpital? La cour administrative d'appel de Bordeaux va retenir le caractère fautif uniquement pour la transfusion sanguine qui a été réalisée en mars 2016, donc la dernière. Là aussi, on peut s'interroger sur cette décision. On peut se demander pour quel motif la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que les premières transfusions n'étaient pas fautives et que les directives anticipées pouvaient être écartées. Je vous rappelle, c'était une opération programmée. Alors, je cite là aussi ce qui est précisé dans la décision. Voilà le motif qui a été retenu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. La situation d'urgence vitale, caractérisée par le dossier médical, ne permettait pas de s'assurer d'une réitération dans un délai raisonnable du refus du traitement et justifiait de s'écarter des directives anticipées. Si on reprend le premier motif qui nous est donné, la situation d'urgence vitale était caractérisée et justifiait qu'on s'écarte des directives anticipées. Le législateur a effectivement prévu qu'on puisse écarter des directives anticipées en cas d'urgence, mais uniquement pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation médicale. Là, c'était une opération programmée. On peut penser, on est même certain qu'il y avait eu des échanges, je vous l'ai dit, avec l'équipe médicale. Donc il n'est pas certain là, que les conditions aient été remplies. Deuxième motif qui nous est donné, la situation d'urgence vitale ne permettait pas de s'assurer d'une réitération dans un délai raisonnable du refus de traitement et permettait d'écarter les directives anticipées. Alors, il est vrai que l'article L1111-4 du Code de la santé publique prévoit, je vous l'ai donné,
que si par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Et il est vrai que l'article L1111-4 du Code de la santé publique est une disposition de portée générale. Si vous regardez où il est inséré dans le Code, c'est une disposition de portée générale. Faut-il appliquer cet article au dispositif des directives anticipées? Le problème, c'est que si on applique cet article et qu'on exige une réitération du refus mentionné dans les directives anticipées, on risque d'être confronté à un problème puisque par définition, les directives anticipées vont être mobilisées alors que le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc ça risque d'être compliqué. La conclusion que l'on peut tirer de cette décision, la nature contraignante des directives anticipées est remise en question par l'interprétation et l'articulation des différentes dispositions légales. Une dernière problématique concernant le dispositif des directives anticipées, cette fois-ci qui concerne le contenu des directives anticipées. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les directives anticipées, on trouve une demande d'euthanasie? Alors, il est tout à fait possible que des directives anticipées comportent une demande d'euthanasie, mais actuellement, cette demande ne serait pas prise en compte, tout simplement parce que le droit français déjà n'autorise pas l'euthanasie. Si l'euthanasie venait à être autorisée, est-ce qu'une telle demande serait prise en compte, pourrait être prise en compte? Et est-ce qu'on peut penser que le droit français de la fin de vie va être modifié en ce sens? Alors pour information, là aussi, en Belgique, il existe 5 déclarations anticipées, dont une qui concerne le refus de soins et une autre qui est relative à l'euthanasie. La déclaration anticipée d'euthanasie a été prévue par la loi belge de 2002, qui est la loi belge qui autorise l'euthanasie. Il est mentionné donc à l'article 4 qu'il s'agit d'une déclaration écrite qui doit être rédigée selon un modèle qui est prévu par la loi, en présence de 2 témoins, par laquelle donc une personne va préciser qu'elle souhaite bénéficier d'une euthanasie si un jour elle ne peut plus exprimer sa volonté et que bien entendu elle se trouve dans une situation où l'euthanasie pourrait être pratiquée. Il faut que les conditions légales soient réunies. Qu'en sera-t-il de la France et du droit positif français? Vous savez qu'il y a un projet de loi sur l'aide à mourir qui va être proposé justement demain en Conseil des ministres. J'ai pas eu la joie de pouvoir lire en primeur ce projet de loi. Néanmoins, donc, quelques éléments nous ont été proposés, notamment par le président Macron lui-même, qui, à propos de l'aide à mourir et de l'évolution de la loi, a précisé que pour y prétendre, les patients devraient être majeurs, capables d'un discernement plein et entier. Il a dit également qu'il y aurait donc une équipe médicale qui devrait prendre une décision collégialement et que suite à cette décision, en cas de rejet de la demande, le patient pourrait aller voir une autre équipe médicale ou exercer des recours. Au regard des éléments qui nous sont donnés, on peut difficilement penser que le droit français va évoluer en faveur d'une reconnaissance de la déclaration anticipée d'euthanasie. Vous voyez que les conditions qui nous sont données là laissent penser le contraire. Pour terminer, donc, je reviens à la question de départ qui m'avait été posée, à savoir les directives anticipées, quel droit? Une réponse toute simple, un droit simple mais pas si simple. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des dispositions légales qui sont difficiles à articuler, parce qu'il y a des termes qui sont vagues, flous, qui sont source de malentendus, et puis surtout parce qu'il y a beaucoup de débats non tranchés concernant la vulnérabilité des patients, et plus généralement, on en a parlé précédemment, la vulnérabilité de toutes les personnes humaines, des débats non tranchés concernant la liberté de choix et la nécessité ou non du paternalisme juridique, des débats non tranchés concernant le déterminisme, l'autonomie, etc. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christine de cet éclairage très clair.
juridique sur la loi, voire même peut-être les futures lois. Quelques réflexions, questions, oui? J'ai une question. Si le majeur protégé donc, est en état d'exprimer sa volonté, mais par contre il n'a pas forcément tout le discernement, en cas de désaccord entre le majeur protégé et son tuteur légal, qui prime? Est-ce que c'est le juge qui décide dans ce cas ou... Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a une ordonnance qui a été prise en 2020 et qui a modifié. On ne parle plus de tutelle maintenant. Il faudrait vérifier dans la décision de justice si le protecteur, que ce soit un tuteur ou autre, a été désigné pour représenter ou assister la personne. Il faut que ce soit prévu expressément dans la décision de justice. La majorité des décisions de justice qu'on avait ne précisait absolument rien. Et donc, il y a tout un travail à faire. Si le protecteur a une mission de représentation, c'est le protecteur qui va devoir intervenir. S'il n'a pas de mission de représentation, eh bien, normalement, on est censé voir directement avec le majeur protégé. Encore faut-il qu'il soit capable de discernement. Donc, ça va être compliqué. Ça, en théorie, on devrait même... ça devrait obliger les soignants à obtenir une copie de la décision de justice pour savoir quels sont réellement les pouvoirs du protecteur. Et le juge, c'était pas tranché. J'ai eu du mal à avoir un avis qui avait le droit de prendre cette décision. Alors après, parce que là, il faudrait se reporter au Code civil. Dans le Code civil, il y a d'autres mesures qui prévoient, en fait, en cas de contestation. Alors, le juge n'est pas systématiquement, il n'a pas son avis à donner. Mais effectivement, en cas de contestation, le juge va, en tout cas, devoir trancher pour savoir qui, entre les deux, qui prime. Qui primera. Mais encore une fois, si on considère que si la maman n'a pas de pouvoir de représentation d'après la décision de justice, elle ne devrait pas. Alors, j'ai presque honte de dire ça. Je suis désolée, j'ai fait dans ma présentation, j'ai été un tantinet provocante. Ce que je veux dire, c'est que j'en discutais avec d'autres personnes. Les juristes, il faut que vous compreniez qu'on a un petit peu la part belle. Les juristes votent, le législateur vote des textes. Après, finalement, c'est pas lui qui va être confronté aux problématiques dans la pratique. Voilà. Donc, vous parlez là des mesures de protection et puis depuis quelques années, et c'est très bien, on a mis en place un système où on veut développer l'autonomie de la personne. Donc, on a modifié vraiment toutes les règles qui existaient dans un sens où on met en place une plus grande autonomie pour la personne. Mais en fait, quelque part, on est aussi assez déconnecté. Moi, quand j'enseigne ça à mes étudiants, je suis mal à l'aise pour expliquer tout ça, parce qu'on voit bien que le majeur qui peut décider pour sa santé, qui peut décider sur plein de choses, c'est très bien, mais on veut bien reconnaître toute cette autonomie. Il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir échanger avec cette personne, savoir si elle est lucide. Et ce temps-là, eh bien, les soignants, mais pas que les soignants, beaucoup de personnes en manquent. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas très satisfaisant. Merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Une autre question à propos des mesures de protection, parce que je suis souvent confrontée à des personnes qui ont besoin d'être opérées ou qui font des choix pour lesquels les mesures de protection soit ne souhaitent pas se prononcer, soit ne sont pas joignables.
Et ça met parfois en difficulté certains actes de soins. Et je voulais savoir si du coup on prend un risque à respecter le choix de la personne si elle veut se faire opérer ou pas. Et dans quelle mesure on doit avoir l'accord de cette tutelle qui a la représentation de la personne, mais qui est par exemple un mandataire judiciaire professionnel qui n'est pas joignable sur les week-ends, les nuits, etc. Là, vous m'emmenez sur un terrain, parce on s'éloigne des directives anticipées. De mémoire, je pense qu'il y a plein de choses. Si on est dans une situation d'urgence, de toute façon, la question ne va même pas se poser. Enfin, je pense que de toute façon, le médecin va intervenir. On ne va pas attendre d'avoir pu joindre le MJPM ou le mandataire judiciaire ou le tuteur. Voilà. Après, si c'est une opération qui est programmée, encore une fois, moi je dirais en restant sur les bons vieux principes que si la personne est lucide et que l'opération a été programmée et qu'elle a donné son accord, je ne vois pas le mandataire ou le tuteur, bien s'il est d'accord également, on n'a pas besoin, enfin il ne me semble pas tout le monde étant d'accord, l'opération devrait avoir lieu. Je ne vois pas dans quelle situation, en fait, il faudrait une opposition entre les deux, vous voulez dire entre... Mais en fait, votre situation, elle serait si justement le tuteur était présent et qu'il avait un avis contraire. C'est ça. C'est s'il s'oppose aux... Oui, il y a ça, il y a la situation où la tutelle a un avis contraire et il y a la situation où ça arrive qu'on doive faire un acte de soin et que la personne ne soit pas joignable et auquel cas on nous demande... On est dans l'urgence dans ce cas-là. Ouais, donc ça, dans l'urgence, on n'a pas besoin de... Okay. On fait ce qu'on a... Par contre, s'il y avait opposition, enfin, si je ne me trompe pas, parce que c'est la même chose pour les mineurs, c'est le procureur de la République qui doit être contacté immédiatement pour avoir son avis. Mais si c'est bien une mesure de représentation, parce que là, j'insiste, les gens considèrent que parce qu'il y a tutelle, il y a systématiquement représentation. Mais non. Dans la tutelle, les 3/4 du temps, les juges, en tout cas jusqu'à très récemment, n'avaient pas précisé qu'il s'agissait d'une tutelle à la personne. C'était souvent une tutelle au bien. Et quand c'était une tutelle à la personne, il faut que ce soit mentionné qu'il y a bien une représentation de la personne et pas simplement une assistance. Donc c'est pour ça que je pense que ça va se compliquer un petit peu là. Après, tout va rentrer dans l'ordre, mais... Oui. Oui, vous m'entendez ? En fait, je rejoins la personne sur la question d'avant, parce que les mandataires judiciaires, souvent nous disent, sur ce type de décision, en fait, notre rôle est purement administratif, financier, y compris sur des tutelles, mais effectivement, je ne suis pas certaine qu'on ait à chaque fois vérifié la représentation à la personne, mais y compris dans des situations où il y a une tutelle désignée, avec des personnes avec des troubles cognitifs très évolués, les mandataires nous disent qu'ils n'ont pas légitimité, ce n'est pas leur rôle de représenter quelqu'un qui est en capacité de s'exprimer, de parler dans ce sens-là ou de se faire comprendre. Ce n'est pas leur rôle de s'opposer à une éventuelle décision. Oui, mais parce qu'en fait, la tutelle, elle a été conçue initialement. Quand on a imaginé ces mesures de protection, on s'est centré sur les biens, sur le patrimoine. Donc, dans un premier temps, on a développé des mesures qui visaient uniquement la protection des biens. Et c'est pour ça que c'est très... ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est dit, mais il n'y a pas que les biens, il y a la personne. Et donc, on a essayé de modifier des choses. Et là, l'ordonnance de 2020 est venue créer cette personne avec représentation ou avec assistance. On a bien distingué les deux cas. Et du coup, qui se surrajoute au système existant de tutelle, curatelle, habilitation judiciaire, etc. Du coup, maintenant, il faut jongler avec tout ça. Vous voyez, en fait, ce que vous êtes en train de montrer là, c'est ce à quoi on est très souvent confronté. C'est des textes qui sont votés et qu'il faut après articuler les uns avec les autres, mais qui s'articulent difficilement, parce qu'il n'y a pas eu une logique quand on a voté tous ces textes-là. On n'a pas repris un système d'ensemble et on essaye de faire... Enfin, on a surrajouté des textes les uns aux autres et maintenant, il faut concilier tout ça. Mais malheureusement, la conciliation, elle est difficile, puisqu'encore une fois, sur le papier, dire quand il y a une représentation de la personne, c'est comme ça, et quand il n'y en a pas, c'est comme ça, c'est très bien. Mais en pratique, comment vous savez s'il y a une représentation de la personne ? Est-ce qu'elle a simplement été prévue ? Et dans la majorité des tutelles, je vous dis, avant 2020, avant cette ordonnance qui est de fin 2020,
c'était jamais précisé. C'était tout le temps des tutelles au bien, le 3/4 du temps, et il n'y avait aucune précision. Donc, ça complique beaucoup les choses. Vous avez raison. Le mandataire, quand il vous dit ça, il se protège en disant « mais moi, j'ai pas été désigné pour ça ». Oui. Ouais. Appuyez sur le bouton. Ouais. Merci. Je me posais une question. Est-ce que l'établissement hospitalier, je pensais dans le cas de cet établissement hospitalier qui allait faire une opération à quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, est-ce que les établissements ont connaissance, peuvent avoir connaissance des directives anticipées? Est-ce qu'elles ont le droit? Est-ce elles le font? Ah oui. Là, en l'occurrence, dans les affaires que je vous ai données, les personnels, en tout cas dans l'affaire qui était programmée, donc ils en avaient discuté, elle avait exprimé clairement son refus et ils avaient vu le document. Et dans la deuxième affaire, où c'était une urgence, là aussi, la personne avait le document sur elle. Et donc les soignants l'ont vu tout de suite, d'autant plus qu'il y avait la personne de confiance qui était présente et qui était là pour rappeler l'existence de ces directives anticipées. Donc les médecins, dans les deux affaires, avaient connaissance. Oui, mais la question c'est... Mais en fait, c'est parce qu'on est dans des établissements publics, et donc les médecins ne sont pas... Ils étaient dans le cadre de leur exercice professionnel, et c'est pour ça que ce sont les établissements qui ont été attaqués par les familles, et pas les médecins eux-mêmes. Parce qu'ils n'étaient pas dans un acte privé. Parce que je posais... Oui, je comprends bien votre question. Est-ce que l'administration de l'hôpital avait à connaître les directives anticipées de la personne? Parce que je pense à cet établissement qui a été condamné. Après, on risque de voir des établissements qui vont dire non, nous, on ne peut pas aller voir un autre établissement qui acceptera vos conditions d'absence de transfusion. Ou alors il y aura peut-être, j'imagine le pire, il y aura peut-être des établissements avec étiquette, établissements pour témoins de Jéhovah qui vont prendre les gens. C'est si j'ai bien compris déjà le cas. C'est le cas. Ah bon. En tout cas, des médecins qui sont connus pour. Alors le problème, c'est que c'est pour des interventions qui nécessiterait de façon quasi systématique une transfusion. Il y a des établissements privés qui se spécialisent pour des témoins de Jéhovah. Nous, on a des techniques qui évitent toute transfusion, qui évitent tout ça, venez chez nous. Et donc, on peut discuter. Ça, j'allais dire, c'est dans le cas de la patiente qui va se faire opérer, mais c'était une intervention a priori banale qui n'aurait pas dû être hémorragique. Sauf que dès l'instant où on met un bistouri dans le ventre de quelqu'un, on risque d'y avoir une hémorragie. Et j'ai une autre toute petite question à propos de la demande d'euthanasie exprimée dans les directives anticipées. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une périphrase en disant une sédation de la souffrance jusqu'au maximum, sachant bien que cette sédation risque d'entraîner le décès? Alors, c'est une périphrase, mais qui peut faciliter les choses. Après, voilà, c'est ça, vous en discuterez. C'est l'éternel problème de la différence et de la distinction entre la sédation profonde et continue jusqu'au décès et l'euthanasie, qui est un acte volontaire. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pour ça. Après, je voulais vous dire, je vous ai parlé de la déclaration anticipée d'euthanasie parce que c'était l'occasion et puis que la question se pose. Je suis quand même allée voir parce que c'est pareil, là, il y a beaucoup de fantasmes par rapport à tout cela. Du côté de nos amis belges, j'ai récupéré les dernières statistiques sérieuses parce que c'est très compliqué de trouver des chiffres. Donc, c'est ce qui est donné là par la Commission fédérale de Belgique concernant l'euthanasie pour 2023. S'agissant de la déclaration anticipée, ça a représenté pour l'année 2023 0,6% des euthanasies qui ont été pratiquées en Belgique. Donc le questionnement est intéressant, mais c'est pas 0,6% des euthanasies pendant l'année 2023 ont été faites dans le cadre d'une déclaration anticipée d'euthanasie. Donc bon. Oui, Marc, une toute dernière question. Oui, moi je voudrais juste revenir sur le fait que finalement ces directives anticipées, on les examine avec précision le jour où il y a problème.
Et notamment pour les témoins de Jéhovah, j'ai quelques souvenirs lorsque je travaillais en service d'hématologie où systématiquement, bien sûr, la transfusion était requise dans un cadre forcément urgent. Est-ce qu'il est raisonnable de laisser indiquer sur des directives anticipées quelque chose dont on sait que manifestement on ne va pas pouvoir souscrire à ce qui est écrit? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme une information à apporter en disant attention, là ce que vous avez écrit, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas respecter ce que vous avez dit. Parce qu'il y a quand même une espèce de tromperie de laisser arriver jusqu'au bout du bout ces personnes qui, normalement, en confiance, pensent que ce qu'ils ont écrit va être respecté. Et qui se retrouvent, évidemment. Alors donc, on va forcément au clash avec ces personnes, c'est obligé. Exactement. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper l'anticipation, en quelque sorte? Là, alors j'ai écrit un article qui m'a valu les foudres de beaucoup de personnes. Alors, je tiens à le dire, je ne suis ni témoin de Jéhovah, ni adhérente à la DMD. Comme ça, au moins, ce sera clair. J'ai juste écrit un article où, en tant que juriste, je critiquais pour dire qu'il y avait une forme de trahison par rapport aux directives anticipées. Parce que je suis désolée, j'ai pris la peine de vous donner les dispositions légales qui existaient, où il faut que le législateur fasse plus attention quand il rédige des textes, ou alors, eh bien, effectivement, pour moi, il y a problème par la suite, parce que, eh bien, oui, vous avez raison, que vous soyez ou non témoin de Jéhovah, que vous acceptiez ou non, que vous trouviez effectivement que... J'ai eu cette discussion avec un médecin qui m'a dit « c'est juste une transfusion ». Et la survie avait du sens, ce que je comprends. Mais néanmoins, juridiquement, il ne faut pas dire alors que les directives anticipées sont contraignantes. En 2016, en plus, on est venu rajouter le fait qu'elles n'étaient pas simplement consultatives, elles s'imposaient. Donc c'est là où il y a un problème pour moi, et je vous dis en tant que juriste, ça me met très mal à l'aise, parce que je trouve qu'on élabore tout un tas de dispositifs, on pose des règles qui sont a priori simples, et puis finalement, après, tout le monde est déçu. Les soignants sont déçus. Les personnes qui les ont rédigées sont déçues. Ça, en fait, c'est un problème de confiance. Vous détruisez la confiance des uns et des autres. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Ça, on est tout à fait d'accord. Après, encore une fois, je pense que là, ça nous dépasse. C'est un problème qui nous dépasse. Il faudra s'adresser à nos députés. Ça nous dépasse, mais ça fait partie intégrante de la difficulté des directives anticipées. Dans ce cas-là, mais dans plein d'autres cas. Bon, on n'a pas fini la journée, donc il y a encore plein d'autres problèmes, mais c'est un véritable souci. Je vous propose une petite pause café, croissant, pipi, pour essayer de garder une certaine fluidité dans le temps. On a vu comme quoi le temps était important et surtout on ne pouvait jamais revenir en arrière. Je vous propose de reprendre à 11h20.